Bonjour à tous, c'est Manon Durand, je suis juriste santé et DPO chez Pharmaspécifique et aujourd'hui on se retrouve pour décrypter la validation des systèmes informatisés en seulement 12 minutes. Donc pour comprendre ce qu'est la validation des systèmes informatisés, on va d'abord commencer par bien évidemment des définitions. La validation, d'abord, c'est la confirmation par des preuves objectives, c'est-à-dire des données qui vont venir démontrer l'existence ou la véracité de quelque chose. Donc, confirmation par des preuves objectives que les exigences prévues ont été satisfaites. Donc, les exigences, ici, elles vont dépendre d'une utilisation spécifique ou d'une application. Donc la validation, on reprend, c'est une confirmation par des preuves objectives que les exigences prévues ont été satisfaites. Les systèmes informatisés, ici, ce sont des systèmes de recueil, de transmission, de concentration et de présentation de données informatiques. Donc, la validation des systèmes informatisés, c'est un processus qui va viser à s'assurer que les systèmes informatisés fonctionnent correctement. L'importance de la validation des systèmes informatisés, elle se mesure par plusieurs aspects. D'abord, la conformité réglementaire, puisque ce sont les réglementations en matière de recherche clinique qui exigent que les systèmes informatisés qui vont être utilisés pour la collecte, le traitement et la gestion des données soient validés dans le but de garantir leur conformité aux normes de qualité et de sécurité. Et donc ces obligations, elles découlent notamment des bonnes pratiques cliniques, des bonnes pratiques de fabrication et du 21 CFR Part 11 de la FDA aux USA. Ensuite, l'importance, elle découle également d'une volonté de fiabilité des données. En effet, la validation des systèmes informatisés, elle va permettre de s'assurer que les données qui sont collectées vont être fiables et précises, ce qui va être essentiel pour garantir l'intégrité des résultats. Ensuite, on a aussi une dimension de réduction des erreurs, puisque les systèmes informatisés, ils peuvent être sujets bien sûr à des erreurs et à des bugs, ce qui peut entraîner des incohérences dans les données. La validation, elle va donc permettre de détecter et de corriger ces erreurs avant qu'elles n'affectent les résultats de la recherche. Et enfin, l'importance de la validation des systèmes informatisés, elle est aussi prouvée par mesure d'économie de temps et d'argent, puisqu'elle va aider à réduire les coûts et le temps nécessaire pour mener une étude clinique en minimisant les risques d'erreur et de non-conformité. On l'a dit donc, il y a plusieurs sources réglementaires qui justifient la validation de systèmes informatisés. Parmi elles, on retrouve les bonnes pratiques de fabrication dans leurs chapitres 5 et 6 notamment. Ici, c'est la notion selon laquelle les systèmes informatisés qui vont être utilisés dans la production des produits, des médicaments par exemple, doivent être validés pour garantir leur conformité aux normes de qualité. On retrouve également les bonnes pratiques cliniques dans le paragraphe 5.5.3. Les systèmes informatisés qui vont être utilisés pour collecter, traiter et gérer les données doivent être validés pour garantir leur conformité aux bonnes pratiques cliniques. Et puis, on a la source du 21 CFR partie 11, donc c'est le chapitre 21 du Code des régulations fédérales de la FDA, donc la FDA qui est l'équivalent de notre ANSM, mais aux États-Unis. Donc, il s'agit ici d'une réglementation qui va établir des exigences pour la sécurité, la confidentialité, l'intégrité et la traçabilité des données électroniques. Et dans cette réglementation, on retrouve également l'obligation de validation des systèmes informatisés. Parlons maintenant des conséquences d'une non-conformité à la validation des systèmes informatisés, c'est-à-dire que peut-il se passer si vous ne respectez pas les principes de validation des systèmes informatisés. Eh bien d'abord, on peut observer des sanctions réglementaires. Donc les autorités réglementaires peuvent imposer des sanctions telles que des amendes, la suspension ou le retrait d'autorisation ou l'interdiction d'effectuer des études cliniques. Par ailleurs, il peut y avoir des risques pour la sécurité des patients, puisque les systèmes informatisés non validés peuvent présenter des risques pour la sécurité des patients, par exemple en permettant l'accès non autorisé à des données personnelles ou en générant des données incorrectes ou incomplètes.
Et enfin, on peut observer également des pertes financières, puisque les entreprises peuvent subir des pertes financières importantes en raison de la non-conformité aux réglementations sur la VSI, donc par exemple des sanctions, les coûts de mise en conformité ou des pertes de revenus qui vont être liées à la suspension ou au retrait d'autorisation. Parlons maintenant du principal référentiel en termes de validation des systèmes informatisés dans l'industrie pharmaceutique. Il s'agit du GAMP5 ou Good Automated Manufactured Practice 5. Alors, il s'agit d'un guide pour la validation des systèmes informatisés dans l'industrie pharmaceutique. Il fournit des directives pour la VSI tout au long des cycles de vie de ces systèmes informatisés, de la conception jusqu'à la mise en service, en passant par l'utilisation et la maintenance. Il vient aussi orienter sur la manière de gérer les risques associés aux systèmes informatisés. Et l'utilisation du GAMP5 permet également de s'assurer que les données produites par les systèmes informatisés qui sont utilisés donc dans la pratique sont précises, fiables et sécurisées, ce qui renvoie un petit peu à la notion qu'on connaît bien, notamment dans les bonnes pratiques cliniques de l'ALCOAC, où on veut que de manière générale, les données qu'on recueille dans les documents sources soient là aussi précises, fiables, sécurisées de manière générale. Voilà, c'est une notion qu'on connaît bien, en tout cas dans le secteur de la recherche clinique, qu'on retrouve ici avec la validation des systèmes informatisés. Selon GAMP5, il existe plusieurs catégories de logiciels. Donc, on a d'abord les logiciels de catégorie 1 qui sont des logiciels dits d'infrastructure. Ça va être ici des systèmes autonomes qui ont peu ou pas d'impact sur la qualité des produits, processus, données, comme par exemple Microsoft de Windows, Linux, macOS, etc. Ensuite, dans la catégorie 3, à noter que la catégorie 2 a récemment été supprimée, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas reprise ici. Dans la catégorie 3, on a des progiciels qui sont non configurés. Ici, ça va être des systèmes qui ont un impact modéré sur la qualité des produits ou processus, données, etc. Donc, par exemple, des antivirus ou le logiciel Adobe. En catégorie 4, on retrouve les progiciels configurés. Donc, ça va être ici des systèmes qui ont un impact significatif sur la qualité des produits ou processus. Donc, on retrouve par exemple des logiciels de pharmacovigilance, CTMS, IVRS, IWRS ou ICRF. Et enfin, en catégorie 5, on retrouve les logiciels personnalisés ou sur mesure. Ici, ça va être des systèmes qui ont un impact critique sur la qualité des produits ou processus. Et on retrouve aussi les logiciels de pharmaco, CTMS, IVRS, IWRS, ICRF. Ici, je rappelle bien, c'est des logiciels qui sont sur mesure, donc par exemple qui vont être développés en interne. Et ça renvoie aussi à des programmes d'analyse statistique, programmes de data management, etc. Donc, on en a un petit peu parlé. Quels sont les types de systèmes informatisés qui vont être concernés par la VSI? Eh bien, on retrouve donc bien l'ICRF, les systèmes de gestion de données cliniques, l'ITMF, les systèmes de gestion de l'essai, les systèmes de gestion de la documentation et éventuellement les plateformes de formation en recherche clinique qui peuvent être considérées comme des systèmes informatisés malgré le fait que ces plateformes ne soient pas directement impliquées dans le développement de produits ou de processus, puisqu'en effet, elles vont être utilisées pour former des professionnels de la recherche clinique. Donc la validation de ces plateformes va permettre de garantir la qualité de la formation dispensée. Donc, il peut y avoir lieu de réaliser une VSI sur ce type de plateforme. Au niveau du processus de VSI, donc on a 7 étapes majoritairement. Après, en fonction de l'organisation de chaque entreprise, mais on peut définir en tout cas le processus en 7 étapes. Donc la première étape, ça va être de définir les exigences du système informatisé, c'est-à-dire les fonctionnalités et les performances attendues du système, c'est-à-dire dans quel objectif on va avoir recours à un tel système. En étape 2, et notamment si le système informatisé est réalisé en interne, il va falloir concevoir le système informatisé en fonction des exigences définies. En étape 3, on va tester le système informatisé pour s'assurer qu'il fonctionne correctement et qu'il répond aux exigences définies. Petit point là-dessus, dès lors qu'on va réaliser des tests, il faut s'assurer de faire des tests sur des données tests et non pas des données de production ou des données réelles. En étape 4, il va falloir documenter le système informatisé et s'assurer que la documentation est complète, précise et conforme à la réglementation.
En étape 5, on va former les utilisateurs du système informatisé pour s'assurer qu'ils sont en mesure de l'utiliser correctement. Étape 6, on va mettre en service le système informatisé et s'assurer qu'il fonctionne correctement. Et puis, en étape 7, on va maintenir le système informatisé en bon état de fonctionnement et puis s'assurer qu'il reste conforme aux réglementations en vigueur tout au long de sa durée de vie. Ce processus, il est continu et il doit être répété à chaque fois qu'une modification est apportée au système. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas à la première VSI, il va falloir l'allonger dans le temps en fonction des modifications qu'on va pouvoir apporter au SI. Au niveau des rôles et des responsabilités, on va avoir 4 acteurs principalement. D'abord les développeurs qui vont être responsables de la conception et du développement du système informatisé. C'est eux qui doivent s'assurer que le système répond aux exigences définies à l'étape 1 qu'on a vu juste avant et qu'il est conforme à la réglementation en vigueur. Ensuite, on va avoir les testeurs qui sont responsables de tester le système informatisé. Les responsables de la validation qui doivent s'assurer que le système est conforme aux réglementations en vigueur et qu'il fonctionne correctement. Et enfin, on va avoir les utilisateurs qui vont être responsables de l'utilisation du système informatisé et qui vont devoir signaler tout problème ou dysfonctionnement du système. En conclusion, on peut dire que la VSI, c'est un processus qui est crucial pour garantir la qualité, la sécurité et l'efficacité des produits et des processus qui sont développés dans le secteur de la recherche clinique. Elle doit être effectuée conformément aux normes et réglementations en vigueur dont on a parlé. Les acteurs de la recherche clinique doivent mettre en place des procédures de validation solides pour s'assurer que les systèmes informatisés sont développés, testés, documentés et utilisés conformément à ces textes. Et enfin, par ailleurs, la validation est un processus continu qui doit être maintenu tout au long du cycle de vie du système informatisé. Voilà pour cette présentation de la VSI en 12 minutes. J'espère que celle-ci aura pu vous éclaircir un petit peu les idées sur ce sujet qui peut parfois paraître un petit peu complexe. Et je vous invite bien sûr à nous suivre sur LinkedIn et de manière générale sur toutes nos plateformes pour suivre nos dernières actualités.